Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. À l'émission de cette semaine, que penser des partis islamistes qui prennent le pouvoir en Tunisie et qui sont en train de le prendre en Égypte? J'en discute avec deux spécialistes de ces pays, Samir Saul et Majdi Chakroum. Ensuite, une discussion avec notre collègue Philippe Fauché, professeur d'économie politique, sur la mondialisation et le protectionnisme autour d'un livre récemment publié par Dany Rodrigue. On pose la question, y a-t-il une mauvaise mondialisation et un bon protectionnisme? Vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. Mais d'abord, les islamistes du printemps arabe. Les démocraties semblent donc ouvrir la voie aux partis islamistes dans les pays qui ont profité ou qui ont créé la surprise l'an dernier en provoquant ce printemps arabe, la chute des tyrans. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? On en discute avec nos deux invités. Samir Saul, merci d'être avec nous, Samir. Bonjour. Samir, vous êtes professeur d'histoire ici à l'Université de Montréal. Vous vous intéressez aux questions égyptiennes, votre contrée d'origine, depuis un certain nombre d'années, et avec nous à l'école d'été sur le printemps arabe aussi. Et Majdi Chakroum, merci d'être avec nous, Majdi. Majdi, vous êtes tunisien d'origine, oui. Et vous êtes doctorant et chargé de cours ici en droit. Vous avez écrit sur la constitution tunisienne, entre autres, et on vous a entendu aussi à l'école d'été sur le printemps arabe. Alors, il se passe beaucoup de choses. En Tunisie, il y a eu cette élection à la fin octobre. Le parti islamiste a remporté la pluralité, pas la majorité, mais la pluralité des voix. Ensuite, le 25 novembre, au Maroc, le parti islamiste a également remporté une pluralité de voix. On a vu en Libye, entre-temps, qu'une fois chassé Kadhafi, le Conseil national a indiqué que la charia serait appliquée. Et ensuite, on dit, en fait, elle sera appliquée comme elle l'était avant, donc sans excès, mais quand même, c'est un signal qui a pris un certain nombre d'observateurs de cour. Et là, cette semaine, on est en train de compter les voix en Égypte, où il semble que le parti des frères musulmans, le parti islamiste, aura aussi la pluralité des voix. Et deuxième surprise, le parti salafiste, qui lui est vraiment une frange plus orthodoxe des islamistes, gagne quand même 20% des voix. On attend bien sûr les confirmations, ce qui n'est pas rien. Alors d'abord, avec Samir, on va parler de l'Égypte, de ses frères musulmans qui sont donc en avance dans ces élections. Est-ce que l'Occident, on entend certains dire, voilà, tout ça pour ça, en fait, on a remplacé un tyran, Moubarak, qui au moins contenait l'islamisme par des islamistes militants qui vont maintenant prendre le pouvoir. Est-ce que ça valait la peine de faire tout ça? Qu'en pensez-vous? Je pense que ceux qui tiennent ce discours en Occident parlent trop vite et ne comprennent pas que le processus va être très long. Dans le monde arabe, en Égypte, comme dans le reste du monde arabe. C'est un processus qui va prendre des années, de sorte que on n'en est qu'à la première étape. Et c'est une étape comme une étape de clarification des positions. Certainement, les islamistes ont le dessus parce qu'ils sont d'abord mieux organisés. L'opinion publique leur reconnaît les années de résistance qu'ils ont opposées au régime de Moubarak, de sorte qu'il n'est pas surprenant qu'ils soient en avance. Les autres partis étaient réprimés et n'avaient pas des moyens, enfin plus réprimés d'ailleurs que les frères musulmans, de sorte qu'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Ce qui se produit n'est pas une surprise. Il faut patienter et voir les choses sur le long terme et ne pas tirer de conclusions immédiates dans ce processus où il y aura des méandres, des zigzags assez fréquents. OK, on va voir les étapes du processus, mais quand même, là, c'est la première fois que les électeurs, en très grand nombre, ont participé à l'élection et c'est la première fois qu'on peut compter les forces avec des voix. On a vu des reportages dans le pays qui nous montraient que les frères musulmans voulaient montrer patte blanche, dire qu'ils n'étaient pas du tout des extrémistes, ils étaient plutôt du type du parti islamiste au pouvoir en Turquie, donc le respect des droits des femmes, de la démocratie elle-même, et donc un genre de gouvernance musulmane soft. Mais même un certain nombre d'Égyptiens disent, c'est ce qu'ils disent, mais on se méfie. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qui va se passer s'ils ont les leviers du pouvoir? Bon, évidemment, c'est une situation qui doit être surveillée de très près parce que les islamistes eux-mêmes vont se transformer. Ils ont été un parti d'opposition ou un groupe d'opposition pendant de longues années. Maintenant, ils commencent à se transformer en islamistes de gouvernement. Je n'aime pas tellement le mot modéré parce que ça fait partie du cadre d'analyse occidentale qui ne correspond pas tout à fait à la situation. Mais ils commencent à devenir un parti de gouvernement. Un parti qui pourrait gouverner un jour l'Égypte ou très bientôt l'Égypte, de sorte que
leur discours va devoir changer, leurs attitudes vont devoir changer, et leurs membres aussi vont devoir se réorienter ou adapter leur position antérieure à la situation nouvelle. De sorte que il ne faut pas s'étonner qu'il y aura toujours des relents du discours antérieur, mais il faut voir quelle sera leur pratique. Leur pratique de parti majoritaire ou de parti le plus important. Et si jamais, s'ils forment le gouvernement, ce qu'ils espèrent faire d'ailleurs, s'ils forment le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire au gouvernement? Donc c'est une situation qui doit être suivie de près, mais il ne faut pas prendre chaque déclaration à la lettre, au pied du mur. Là, les Égyptiens viennent de voter une première fois, mais ils vont voter encore plusieurs fois d'ici février. Décrivez-nous le processus? Bon, c'est un processus assez spécial, divisé en 3 parties. Avant-hier, il y a eu des élections dans 9 provinces, donc les plus peuplées, le Caire, Alexandrie. Il y aura une deuxième étape et une troisième en janvier. Donc ça, c'est pour la chambre basse. Donc c'est une extension territoriale. Territoriale, voilà. Bon. Voilà. Donc les pourcentages pourraient changer, mais on n'a pas de raison de penser que les frères musulmans seront moins forts en région que dans les centres urbains, qui normalement devraient être davantage laïques, non? C'est probable que ce que l'on va voir comme résultat de la première étape sera similaire ou représentatif des deuxième et troisième étapes. Probable, mais encore, il reste des choses à voir. Donc ça, c'est pour l'Assemblée législative. C'est ça, la Chambre basse, donc l'Assemblée nationale, mais il y aura aussi une élection juste après. Pour la Chambre haute. La Chambre haute, le Sénat, donc la Chambre haute. Oui. Bon, alors, et ensuite, il y a une élection présidentielle. Ensuite, arriveront les questions épineuses, à savoir qui va former le gouvernement. Nous avons actuellement un Premier ministre qui a été nommé par les militaires, à la hâte, là, pour essayer de calmer les manifestants à Médina Tahrir, sans succès d'ailleurs. Il y a un Premier ministre, mais pas de gouvernement. On peut s'attendre à ce que les frères musulmans, s'ils ont la pluralité, demandent de nommer le Premier ministre, que le Premier ministre soit un membre de leur parti. On va voir comment les militaires vont réagir. Il est possible qu'il y ait déjà une entente. On ne sait pas. Il est possible que les militaires disent non. Et alors, on aura les frères musulmans qui vont se trouver en situation de tension avec les militaires, avec qui ils se sont entendus pour tenir ces élections. Mais institutionnellement, est-ce que les militaires ont droit de veto sur la désignation du Premier ministre, ou c'est le rapport de force qui nous dit qu'ils ont ce droit de veto? C'est le rapport de force, essentiellement, parce qu'ils ont été portés au pouvoir après la chute de Moubarak, donc ils prétendent pouvoir nommer les premiers ministres eux-mêmes et les gouvernements eux-mêmes. Mais du moment qu'un processus législatif est mis en place, un processus électoral et parlementaire est mis en place, il est presque inévitable que le parti qui va venir en tête lors de ces élections va demander de former le gouvernement. C'est ça. Et va demander donc de nommer le Premier ministre. Donc ça, c'est un des premiers révélateurs de la situation qui s'ouvre maintenant, la clarification. Est-ce que ce Parlement, est-ce que cette Chambre va avoir des pouvoirs? Le premier pouvoir qu'elle va demander, c'est de former le gouvernement. C'est ça. Le gouvernement. Mais ce serait extraordinaire si les militaires lui refusaient ce choix. Enfin, il va y avoir des négociations de coulisses sur la composition. Mais là, la deuxième grande question, c'est si l'Assemblée ressemble aux premiers éléments des comptes des voix qu'on a maintenant, donc 40% aux frères musulmans, 20% aux salafistes et 20% à un parti plutôt libéral. Oui. Bon. Alors, donc, les frères musulmans vont avoir le choix, former une majorité avec les libéraux ou former une majorité avec les orthodoxes. Ça va nous donner une indication très forte de la direction du pays, non? Oui. Une chose est sûre, si ces prévisions se confirment, donc vous avez 40, 20 et 10, vous avez une majorité de partis plutôt conservateurs, plutôt portés vers le maintien du statu quo. Ce qui annonce des troubles pour l'avenir, parce que ça veut dire que ces partis vont faire des compromis avec les militaires. Les militaires qui sont les défenseurs du statu quo, essentiellement, parce qu'ils sont les successeurs du régime de Moubarak, très liés au régime de Moubarak. Ce qui veut dire que si le prochain gouvernement est un gouvernement conservateur, proche des militaires, la contestation va prendre beaucoup plus d'ampleur en Égypte, parce que la réponse à la grande question, à savoir est-ce que l'Égypte s'en va vers un changement de régime ou un simple changement de chef de l'État, le départ de Moubarak, n'est pas encore réglée. Et c'est au fond cette question-là qui est la question de base en Égypte. Est-ce que le départ de Moubarak est le début d'un changement de régime ou simplement le départ du chef de l'État pour un changement de façade et la continuation du régime?
Et la réponse à cette question ne va pas venir d'un seul coup. Elle va prendre beaucoup de temps et de lutte et probablement de conflits avant qu'on trouve une réponse. Alors, il y a eu une campagne électorale, donc il y a eu des programmes, il y a eu des promesses. Qu'est-ce que les frères musulmans, donc qui ont la clé du pouvoir, ont promis de faire d'important pendant qu'ils sont au pouvoir? Ils n'ont pas promis des choses particulières. Ils ont promis de bien diriger l'Égypte, de nettoyer ces écuries d'orgias qu'avait laissé Moubarak. Mais pour le reste, c'est leur réputation et le crédit qu'ils ont accumulé durant les années sur lesquels ils comptent. Donc, il n'y a pas des propositions de réforme fiscale ou de privatisation ou nationalisation ou changement de cap sur la politique économique ou sociale qui seraient importantes? Justement, ce sont ces vraies questions-là qui n'ont pas encore été abordées. C'est curieux. Oui, mais parce qu'on commence au degré zéro, à savoir quel sera le processus, qui va former le gouvernement, comment on va former le gouvernement, qui va créer la Constitution. Car ça, c'est un autre point qui va venir après. On a eu des élections pré-constitutionnelles. Enfin, on a cette Constitution qui a été modifiée par référendum, je ne me trompe pas. Oui, en mars. C'est ça, au printemps dernier. Ouais. Mais une Constitution qui préparait les élections qui sont en train d'avoir lieu, mais avec l'idée qu'ensuite, on écrirait une nouvelle Constitution ou non? Oui, mais justement, c'est la deuxième tâche de l'Assemblée qui va être constituée, qui va être formée. C'est de former une commission constitutionnelle pour écrire une nouvelle constitution. Or, dès avant la formation de l'Assemblée, les militaires ont annoncé qu'ils vont nommer eux-mêmes 80 des 100 membres de cette commission. De la commission. De quel droit? D'aucun droit, de leur volonté. Mais c'est justement un des éléments déclencheurs du soulèvement du 19 novembre à Midan al-Tahrir. On s'est dit, la coupe est pleine, on sent bien que les militaires veulent s'accrocher au pouvoir, et il faut donc revenir à l'esprit de janvier-février qui a écarté Moubarak. Et qu'ont dit les partis pendant la campagne de cette décision ou de cette annonce des militaires de former la majorité de la commission? C'est là où les partis ont montré un peu leur carte. Parce qu'il y a de ceux qui ont manifesté avec ceux qui sont apparus à Midan al-Tahrir, et d'autres qui l'ont fait jusqu'à un certain point. Par exemple, comme les frères musulmans. Ils ont manifesté au début, mais par la suite, ils ont compris qu'il valait mieux négocier avec les militaires pour que les élections aient lieu. Parce qu'ils savaient bien, ou ils pensaient bien qu'ils allaient réussir par la voie électorale. Alors, quelle sera la position des frères musulmans, par exemple, sur la question de la commission constitutionnelle qui doit être formée par l'Assemblée? Est-ce qu'ils vont laisser faire, les militaires? Parce que s'ils laissent faire, donc la Constitution sera écrite par les militaires. Ce qui veut dire pas de changement. Oui. Toujours la grande question. Oui. Est-ce qu'il y a du vrai changement ou est-ce simplement du maquillage? Et les autres partis, qui sont dit les salafistes et le Parti libéral? À ma connaissance, je n'ai pas eu d'écho de leur position sur la question constitutionnelle. Et ceux qui ont contesté la position des militaires, ce sont les manifestants dans Midan al-Tahrir et certains candidats à la présidence, comme el Baradei et Amr Moussa, qui, eux, étaient dire il faut du changement. Donc, on ne peut pas accepter que ce processus soit vidé de son contenu par les militaires. Alors, Samir Sow, on va s'arrêter ici un instant pour écouter un peu de musique liée au printemps arabe et on revient pour parler de la Tunisie.
Le Retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. On est en train de parler des victoires électorales des islamistes dans les pays du printemps arabe. Nous venons de discuter de l'Égypte et nous nous tournons maintenant vers la Tunisie avec Majdi Chakroun. Alors, en Tunisie, c'est un peu le contraire de l'Égypte, en ce sens que oui, un parti islamiste a dominé l'élection en octobre, mais l'institution tunisienne avait fait les choses dans l'ordre. Alors, expliquez-nous le processus tunisien. En fait, en Tunisie, Ennahda, le mouvement religieux, a gagné avec 40%, seulement 40%. Donc, on n'a pas la majorité absolue. Et les élections étaient des élections pour une assemblée constituante. Donc, le processus en Tunisie était clair dès le début. La constitution d'abord. Donc, nous avons élu une assemblée constituante pour élaborer la constitution de la Deuxième République. Dans ce cas, donc, le processus dès le début, finalement, a été élaboré par des technocrates, par un gouvernement, des technocrates et des compétences tunisiennes qui n'appartiennent à aucun parti politique. Alors, il faut dire, c'est aussi là les militaires qui ont renversé le gouvernement précédent, mais qui ont donné à ce gouvernement de transition technocratique, apolitique, la capacité d'organiser les élections pour l'Assemblée constituante. En fait, moi, j'ai beaucoup de réserves sur la question des militaires qui ont renversé. Ah. Les militaires n'ont pas intervenu d'une façon positive pour renverser, mais les militaires et les forces aussi du ministère de l'Intérieur n'ont pas protégé le président Ben Ali. Ils ont laissé faire. Exactement. Ouais. On refusait de tirer des balles sur les manifestants et aussi, il y a des forces du ministère de l'Intérieur qui ont pris l'initiative pour arrêter des membres de la famille du président Ben Ali à l'aéroport de Carthage, alors que le président est encore dans son palais de présidence. Et dans ce cas-là, il a compris qu'il ne peut plus passer la nuit à Tunis. D'accord. Alors, revenons au processus. Donc, les manifestants tunisiens étaient-ils relativement satisfaits de la méthode de transition vers l'Assemblée constituante? Exactement. Dès le début, les Tunisiens ont refusé d'élire un président. Parce que si on va faire des élections présidentielles ou législatives, ça sera sur les mêmes normes et aussi selon la même constitution de la Première République. C'est ça, avec beaucoup trop de pouvoir à la présidence. Ouais. Donc, ils ont décidé dès le début d'arrêter, finalement, de finir avec la Première République et d'élaborer une nouvelle constitution. Une nouvelle République, une vraie République. Une vraie République, bon. Exactement. Alors, si 40% sont allés au Parti islamiste, comment se décompose l'autre 60%? L'autre 60%, généralement, sont des partis de la gauche, des partis comme un peu nationalistes, mais généralement de la gauche. Et il y a quelques membres indépendants de la société civile tunisienne. Donc, par conséquent, le mouvement... Donc, en fait, les laïcs sont majoritaires à l'Assemblée constituante. Exactement. Bon. Et donc, il n'y a pas cette inquiétude de la raison, en réalité, parce qu'Ennahda, maintenant, est obligé, et déjà, le mouvement Ennahda a fait une alliance avec le mouvement Takatoul, le parti Takatoul, qui est de la gauche. Et Takatoul, qu'est-ce que ça veut dire? Takatoul, rassemblement. Rassemblement. Ouais, et Ennahda, qu'est-ce que ça veut dire, le parti islamiste? Le mot Ennahda? Ennahda, c'est Ennahda. Ça veut dire le développement. Le développement. De renaissance. Renaissance. Donc, il y a Renaissance et il y a le parti de gauche. De gauche, Takatoul. Et aussi le Congrès pour la République, qui est un parti de centre. D'accord. Et ils ont fait une alliance ensemble pour, bien sûr, organiser un peu et restructurer un peu la séparation du pouvoir actuel entre le législatif, l'exécutif et la présidentielle, le pouvoir du président, et aussi pour développer la constitution de la Nouvelle République. Et là, l'Assemblée, elle a quel délai pour accoucher d'une constitution? Il y a actuellement un consensus en Tunisie que le délai ne doit pas dépasser une année. Une année? Exactement. Bon. Donc, c'est un consensus même avant les élections. Donc, dès le début, les Tunisiens ont été vraiment très clairs dans leur démarche.
Et pendant cette année-là, c'est le gouvernement de technocrates qui dirige. Pendant cette année, non, le gouvernement technocrate était avant les élections. D'accord. Actuellement, c'est un gouvernement qui sera composé de partis qui ont vraiment la majorité dans l'Assemblée constituante, mais aussi ils vont garder quelques postes de technocrates et de spécialistes comme finance, par exemple, ou par exemple le ministère de l'Intérieur, probablement, okay. Ils vont garder le même ministre. Mais donc, la majorité dans ce nouveau gouvernement, c'est au Parti islamiste, avec son alliance avec son parti de gauche. Donc, il y aura des ministres de ces deux partis. Exactement. Bon. Et il y a beaucoup de pression de la société civile tunisienne. Il y a des manifestations chaque jour. Ce n'est pas parce qu'il y a un risque, mais parce qu'ils veulent faire beaucoup de pression pour garantir le minimum, un cadre, des paramètres bien clairs pour la protection des droits et libertés individuelles, la protection des droits fondamentaux. Et des droits des femmes en particulier. Et des droits des femmes en particulier. Mais moi, je pense qu'il y a certains partis, certains acteurs sociaux qui appartiennent à la gauche en Tunisie qui exagèrent trop, qui mettent trop l'accent sur la question de la femme. Pourquoi? Parce que les réformes au niveau des droits de la femme en Tunisie sont faites par des spécialistes en droit musulman. Ce sont les spécialistes et les chercheurs de l'université Al-Zaytouna qui ont fait ces réformes-là. Et ce sont des réformes qui sont très anciennes en Tunisie, qui ont débuté depuis 1857. 1857. Et l'interdiction de la polygamie n'était pas officielle dans un texte législatif, mais a été pratiquée depuis 10 siècles en Tunisie. La femme, en Tunisie, dans le contrat de mariage qui est considéré ou appelé le contrat de mariage kérouané, ce contrat permet à la femme d'insérer dans le contrat de mariage une clause qui interdit à l'homme d'être polygame. Donc la modernité en Tunisie est bien ancienne. Et y compris au sein du mouvement musulman. Donc ça veut dire que si le parti Ennahda décidait, ce qui dit qu'il ne veut pas faire, décidait de revenir sur les droits des femmes, il devrait expliquer pourquoi les théologiens musulmans du siècle dernier avaient tort et que maintenant il faut revenir là-dessus. Exactement, ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est impossible. Parce que la société tunisienne était d'abord très cohérente. Très cohérente, la société civile est très très forte, très dynamique. Et il y a beaucoup de professeurs à l'université, beaucoup de chercheurs qui sont très impliqués, qui écrivent, qui participent dans des congrès, dans des manifestations et à travers des associations aussi. Ce n'est pas facile de reculer et de revenir en arrière. Surtout que la modernité en Tunisie n'est pas une modernité improntée. C'est un produit national. Voilà. Donc, on ne peut pas reculer en arrière. Moi, je peux prendre ici, si je veux faire un peu de comparaison avec ce qui s'est passé en Turquie. Il y a à peu près une décennie, 7-8 ans, il y a eu les mêmes inquiétudes en Turquie. Oui. Mais aujourd'hui, et dernièrement, en Égypte, Erdogan a reconnu expressément que la Turquie est un pays laïque. Et il a même conseillé les Égyptiens d'adopter la laïcité, ce qui n'a pas appelé aux frères musulmans en Égypte, mais ce qui a appelé le mouvement Ennahda en Tunisie. Et le mouvement Ennahda a fait plusieurs déclarations pour rassurer le peuple et aussi l'extérieur, surtout nos alliés occidentaux, qu'ils ne toucheront pas aux droits de la femme. Ils vont même développer les droits de la femme, qu'ils seront très ouverts à l'investissement étranger, qu'ils vont développer le secteur touristique, qu'ils ne vont pas interdire l'alcool et la bière dans les bars et dans les hôtels et dans les restaurants. Que reste-t-il finalement de ce parti religieux? C'est ça la question aujourd'hui. Oui. Moi, je dirais que la Tunisie est en train d'évoluer d'une laïcité autoritaire sous le régime de Ben Ali vers une laïcité légale. Actuellement, avec peut-être le mouvement Ennahda ou pendant la Deuxième République, qui serait finalement une république de consensus, finalement. Donc, alors, dans le processus, après cette année de rédaction de la nouvelle Constitution, est-ce que cette Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum? Il y a beaucoup de discussions là-dessus. En principe, l'Assemblée constituante n'est pas obligée parce que le peuple a élu une Assemblée constituante pour écrire une Constitution. Donc, on n'a pas besoin de revenir encore au peuple. Mais il y a beaucoup de discussions. Pourquoi? Ce sont généralement les acteurs qui appartiennent à la gauche qui poussent un peu vers le référendum. Pour garantir quand même une légitimité démocratique. Exactement. Et que Ennahda, puisqu'elle a la majorité,
ne peut pas dériver ou ne peut pas faire écrire des principes, par exemple, ou des clauses ou des articles qui vont à l'encontre des principes. Populaire. Exactement. Et donc, qu'il y ait ou non référendum sur la nouvelle Constitution, là, il y aura quoi? De nouvelles élections, des élections présidentielles? Parce qu'il y aura, enfin, on suppose que la Constitution va désigner l'office du président en redéfinissant ses pouvoirs. Oui, donc après une année que la Constitution sera écrite, il y aura des élections. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est une élection législative ou c'est une élection présidentielle? Pourquoi? Ça dépend du régime politique qui sera adopté par l'Assemblée constituante. Tout à fait. Le projet Nahda, c'est vraiment un régime parlementaire. Il y a beaucoup de Tunisiens qui préfèrent maintenant un régime parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont finalement, ils se sont complexés maintenant de régime présidentiel. Oui, c'est ça. La Première République était un régime présidentiel autoritaire. Et ils préfèrent maintenant un régime parlementaire. Mais il a ses risques aussi, le régime parlementaire. On les connaît. On les connaît au Canada, en Grande-Bretagne. Mais c'est intéressant parce que le régime présidentiel est un peu hérité du colonisateur français. Et on se dit, bon, si on veut faire quelque chose de neuf, il faut s'éloigner de ce modèle. Mais probablement, on va aller vers un système ou un régime sui generis. C'est-à-dire inventé de l'intérieur. Ni présidentiel, ni parlementaire, mais entre les deux, on va avoir deux pouvoirs exécutifs, la présidence et le gouvernement, avec des responsabilités partagées et équilibrées. Très bien. Alors, on voit qu'on a deux situations très contrastées. Oui. Alors, les Tunisiens qui ont mis sur les rails un processus relativement consensuel, où il y a beaucoup de débats à y avoir, oui. Et les Égyptiens, où la question donc, du pouvoir des militaires est toujours posée. Jusqu'à quel point donc, les militaires représentants de l'ancien régime vont-ils laisser aller ou non? On ne va pas se lancer dans cette discussion tout de suite. On va vous réinviter pour nous expliquer les prochaines étapes au moment où elles se dérouleront. Et on termine encore en chanson. Et je vous remercie tous les deux de nous avoir éclairés sur ces sujets complexes, mais ô combien essentiels. Samir Soul, historien, et Majdi Chakroum, doctorant et chargé de cours à la faculté de droit. Quelques musiques arabes pour terminer. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Y a-t-il une mauvaise globalisation et une bonne façon de faire du protectionnisme? C'est un peu la question qui est posée par un ouvrage récent que je vais discuter avec mon collègue Philippe Fauché. Merci d'être là, Philippe. Merci. Alors, Philippe, vous êtes professeur en sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous êtes spécialisé en questions d'économie politique, mondialisation. Vous suivez les sommets, le G7, l'OMC et tout ça. Vous enseignez le système monde à la maîtrise, n'est-ce pas? Oui. J'ai raison de le dire. Oui. C'est un cours qui est toujours très suivi. Généralement. Me dit-on. Merci. Donc, vous avez lu pour nous ce livre de Dani Rodrik qui s'appelle « The Globalization Paradox ». Democracy and the Future of the World Economy, la démocratie et l'avenir de l'économie mondiale. Alors d'abord, dites-nous qui est Dani Rodrik? C'est un professeur d'économie à la Kennedy School of Government de l'Université Harvard. C'est une école qui est très prestigieuse, qui est
fait pas de recherche fondamentale, mais davantage prépare des gens à occuper des fonctions généralement élevées dans des postes gouvernementaux. J'y ai passé quelques mois dans une année sabbatique et enseigné à l'époque dans les gens qui s'intéressaient aux questions économiques. Justement, il y avait Robert Reich, qui est devenu par la suite secrétaire au travail du président Clinton et qui est maintenant professeur à l'université Berkeley. Alors, c'est une école prestigieuse. Là, on parle d'économistes qui discutent d'économie, discutent de la mondialisation, jusqu'où on en est, les erreurs, les avancées. Et la thèse de Roderick, qui a toujours été à gauche. Oui. C'est un économiste classique de la fin du 20e siècle, du début du 21e siècle, mais parmi ceux qui posent des questions au néolibéralisme. Il n'est pas un néolibéral, mais il n'est pas un marxiste non plus. Donc, il est dans il est parmi les réformistes, disons. Et là, dans ce livre, qui se veut une somme à la fois historique et actuelle de la mondialisation économique, il avance une thèse. On va commencer par ce qu'il dit des économistes. Alors, il dit, lorsque les journalistes posent aux économistes la question, le libre-échange est-il une bonne chose? Les professeurs disent, oui, c'est une bonne chose. Et ensuite, ils ferment la porte, ils donnent leur cours. Et là, à leurs étudiants, ils disent autre chose. Que disent-ils? C'est le grand mystère de l'économie qui n'a pas été élucidé. Et pourtant, il y a eu au moins 3 prix Nobel qui ont été décernés en pensant qu'on avait réussi. Il y a eu Cherolin, il y a eu Samuelson, il y a eu Paul Krugman, qui ont tous apporté leur contribution. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a un gain de système au libre-échange. On ne sait pas comment est distribué le gain. Et le problème, c'est justement qui va en profiter. Alors, si on en profite inégalement, ça veut dire qu'on ouvre la porte pour dire, il y a des gens qui ont le droit de se plaindre en disant qu'ils n'y trouvent pas leur avantage. Et donc, si on veut ouvrir le commerce au niveau international, il faut trouver la formule magique qui va convaincre tout le monde qu'il y a un avantage pour tous à libéraliser les échanges. On ne l'a pas trouvé. Alors, ce que les économistes disent derrière des portes closes, c'est dire qu'il faut trouver un moyen de, comme ils disent en ce moment, compenser les perdants. Compenser les perdants, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle la politique industrielle, qui par ailleurs est interdite par l'OMC. C'est la quadrature du cercle, on n'en est pas sorti. Alors, donc, la réponse, c'est en certains cas, lorsqu'on contrôle correctement les variables et qu'on compense, le libre-échange peut être une bonne chose globalement pour une nation. Il y a une chose qui a été établie quand même, c'est de dire que les petits marchés, au Canada, profitent d'une ouverture de libre-échange quand il a accès à des marchés plus grands. Donc, la dynamique Canada-États-Unis devrait jouer en faveur du Canada 9 fois sur 10 dans 40% des cas, comme on dit dans les sondages. Et donc, ça, me semble, c'est une donnée quand même qui a été établie. Et en Europe, cette dynamique-là joue beaucoup. Donc, ce que ça signifie, c'est que les sociétés qui n'ont pas la capacité à l'interne de redistribuer la richesse des gagnants vers les perdants du libre-échange sont celles qui sont plus globalement socialement perdantes. La théorie voudrait que les occasions d'affaires, le fait que ce soit plus payant de travailler et de produire dans le secteur exportateur, il y aurait un déplacement. Mais c'est évident qu'on travaille une terre, on ne devient pas cordonnier ou ingénieur demain. Donc, les coûts d'ajustement peuvent être considérables et politiquement insoutenables. Alors, Roderick explique que dans toute la première phase de l'ouverture des marchés, donc après la Deuxième Guerre mondiale, le GATT, avant que ça s'appelle l'OMC, c'était une période où les tarifs douaniers, donc les taxes à l'entrée, étaient très élevés. Et au moment où on descendait ces taxes très élevées-là, le gain était plus important relativement que la dislocation intérieure. Mais il dit que lorsqu'on est à l'étape actuelle, où il reste à peu près 5 % de droits d'entrée pour un certain nombre de produits, par exemple pour les États-Unis, de passer en dessous de ce seuil-là, c'est 50 $ de déplacement dans l'économie des riches, des gagnants vers les perdants, pour chaque dollar de gain économique. Donc, on s'enrichit $1 si on ouvre les marchés encore plus, mais pour s'enrichir $1, il faut qu'il y ait 50 $ qui passent d'une main à l'autre. Il y a un moment où le jeu n'en vaut plus la chandelle, non? C'est ça, exactement. Dans les premières périodes, les taux, évidemment, de tarifs étaient très élevés et
la Convention voulait qu'on se donne un but. Par exemple, nous allons, comme dans le Kennedy Round, c'était très impressionnant. C'est quelle année? 1962-63. On décide de diminuer les tarifs de 50 %. Je protège de 60, vous protégez de 40. On décide 50 %, on se retrouve 30 et 20. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On se retrouve finalement, on a facilité les transactions, mais on n'a pas perturbé les équilibres. Plus on descend, plus ça devient délicat. Et quand c'est rendu à 2 et 8, par exemple, là, ça dit, ah ben lui, c'est qu'à 8, il y a un gros avantage, parce qu'il protège beaucoup plus que moi qui suis déjà rendu à 2. Et donc là, il y a un gros problème. Donc, ça devient très difficile. D'où les échecs, et le fait que les rounds de négociation, les cycles de négociation deviennent chaque fois plus longs. L'autre élément, il dit, dans la période précédente, donc avant l'OMC jusqu'aux années 80, le nombre d'exceptions qui étaient dans les accords du GATT, on disait, bon, j'accepte un échange plus libre ici, mais voici mes exceptions, elles étaient très, très nombreuses, et que c'est le système pendant lequel la croissance économique mondiale a été la plus forte, où il y avait donc, oui, une volonté d'ouverture des marchés, mais une intervention extrêmement forte des États pour protéger ceci, écarter cela, et que c'est cette combinaison qui était optimale, dit-il maintenant, avec le recul, et que quand on a voulu limer les exceptions comme on le fait maintenant, on est entré dans une phase non optimale de la mondialisation, et c'est là qu'on est allé trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont effectivement, plus les négociations avancent, plus, comme dans toute négociation, les sujets les plus difficiles sont toujours remis à la fin. Et maintenant, on est arrivé au moment où vraiment les sujets les plus difficiles des plus difficiles ne trouvent pas des solutions. Mais il faut dire que cette nostalgie de l'époque GATT, Bretton Woods, etc., c'est aussi la période où les États-Unis étaient de très loin le pays où le taux de productivité était le plus élevé. Et donc, à peu près, n'avait pas de concurrents, sinon quelques-uns en Europe. Et dans ce sens-là, la négociation se faisait entre les Américains et les Européens qui représentaient l'essentiel du commerce mondial, de très loin, qui imposaient leurs règles et qui avaient décidé d'un commun accord d'une non-agression. C'est-à-dire, tu ouvres ton marché, j'ouvre mon marché, sur une base de réciprocité assez simple à régler. À partir du moment où les pays autres, qu'on appelle aujourd'hui émergents, se mêlent de l'histoire, et se mêlent de l'histoire de manière autonome et non pas simplement comme étant les agences des filiales étrangères ou viennent compenser avec des taux de main-d'œuvre et une technologie avancée comme l'a fait le Japon à l'époque. Mais le Japon, ça s'absorbe dans un marché américain. Mais le Japon, plus la Malaisie, plus ceci, plus cela, et arrive la Chine, là, ça devient très dangereux et très difficile à gérer, d'autant plus que la Chine, en termes de productivité, c'est la main-d'œuvre la moins chère, c'est les techniques de production les plus avancées et c'est les produits qui de plus en plus contiennent les technologies les plus de pointe. Donc là, il y a un problème qui en fait exprime quoi? La perte de productivité relative des États-Unis qui jusqu'à présent dominaient l'économie internationale. Et c'est pourquoi la question qui ne s'est jamais posée aux États-Unis, les États-Unis disaient toujours, bon, ben, on peut enlever des exceptions jusqu'à la fin. Et là, on se dit, oups, c'est peut-être nous maintenant qui avons besoin de ces exceptions pour protéger nos emplois, pour se protéger contre la délocalisation. Donc, on comprend ça, mais on se dit, ce que Rodrigue avance, c'est qu'il y a un moment, il y a peut-être un point d'équilibre qui est derrière nous, puis maintenant, même les États-Unis s'en rendent compte, qui devrait nous pousser non pas à la fuite en avant, ce qui est, disons, l'élan donné depuis des décennies par ce mouvement, mais de dire non, oups, il faudrait faire un léger retour en arrière pour permettre les exceptions ou permettre, dit-il, l'intérêt national, l'intérêt politique de réintroduire des exceptions dans la règle générale, ce que l'accord de l'OMC ne permet pas. On va toujours de l'avant, donc ce serait un changement. Et même, il nous dit dans quel chapitre, dans quelle sous-section il faudrait introduire cet amendement-là pour dire, bon, bien là, on est à l'étape où on est allé trop loin. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux thèses. Il y a ceux qui disent les problèmes nécessitent donc plus de fédéralisme, plus de pouvoir à l'OMC ou en Europe, une vraie fédération européenne, donc pour faire une perte de souveraineté nationale vers le haut. Et Rodrigue dit non, c'est la pire chose à faire parce qu'on a passé le cap du rendement sur ce type d'harmonisation-là. Il faut au contraire faire quelques pas en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas contre la réglementation. Ce
qu'il dit essentiellement, c'est qu'on doit trouver un mécanisme par lequel les gouvernements puissent faire intervenir des exceptions et justifier ces exceptions. Et c'est intéressant, c'est aussi une attaque détournée contre la Chine, c'est dire que ces exceptions ne seront recevables que si elles sont le résultat, le fruit d'un débat démocratique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, nous sommes dans une situation où, qu'il appelle un trilemme. Le trilemme est le suivant. C'est dire, on ne peut pas à la fois avoir une démocratie vivante qui amène, où les préférences des citoyens s'expriment librement, avec un objectif de poursuivre un processus de développement économique national, et en même temps un système de fédération internationale. C'est-à-dire qu'il est fort probable que la régulation internationale, qu'il appelle l'hyperglobalisation, cette hyperglobalisation aille à l'encontre des projets nationaux de développement qui eux-mêmes sont portés ou soutenus, dans les cas de démocratie, par une expression des préférences des citoyens. Donc, on ne peut pas avoir les trois. C'est ça. Il faut choisir deux termes des trois. Développement économique et décision nationale, ou développement économique et globalisation politique. Exactement. Ou bien, on peut repenser une situation où l'expression démocratique favorise l'hyperglobalisation. C'est un scénario moins probable, mais c'est envisageable. Mais ce qui veut dire... Et là-dedans, ça veut dire... Allez-y. Ce qui veut dire qu'en ce moment, dans la logique actuelle de l'OMC, si un pays, le pays A, prouve que le pays B a adopté une politique, son Parlement a adopté une politique qui est une entrave au commerce, il faut enlever cette politique. Ça, c'est la situation actuelle. Rodrigue dit qu'il faut faire le contraire. Il faut que l'OMC, le tribunal de l'OMC, dise pays B, vous venez d'introduire une politique nationale qui entrave le commerce. Nous en convenons. Démontrez-nous que ça a été adopté démocratiquement et nous allons le permettre, sans poser de jugement sur l'opportunité ou non de la mesure. C'est une révolution. Et qu'elle se justifie en fonction du développement économique qu'elle autorise. Et non pas simplement comme étant une mesure qui va à l'encontre du pays X ou Y qu'on veut embêter parce que sur d'autres sujets, dans d'autres domaines... C'est pas une guerre commerciale, c'est une volonté nationale interne de faire la promotion, et il dit soit du développement économique, soit de la réduction des inégalités, soit de la protection d'un secteur d'activité nationale. Alors, c'est beaucoup. C'est vraiment les chantres du libre-échange absolu. Pour eux, c'est complètement anathème. C'est assez anathème et je ne pense pas que la proposition va être retenue ou sortira de la salle de classe de l'école Kennedy. Pourquoi? Parce que la locomotive est lancée. Oui, mais elle est complètement arrêtée. Elle est lancée, c'est-à-dire que l'idée que le futur du développement économique international passe par une ouverture des marchés est acquise et n'est pas remise en question. Et le principal obstacle, c'est actuellement la sous-évaluation du yuan. Et donc, de la monnaie chinoise. Qu'on appelle aussi le renminbi. Donc, dans ce cas-là, Rodrigue nous dit, c'est pas un problème. Si on admet, si on permet aux Chinois, au lieu de sous-évaluer leur monnaie, d'avoir des interventions ciblées sous forme d'une politique industrielle, ils vont pouvoir laisser fluctuer la valeur de leur monnaie, ce qui d'ailleurs devrait les arranger, parce que pour défendre leur monnaie faible, ils doivent accumuler des réserves incroyables de bons du Trésor et de devises américaines dont ils n'ont rien à faire juste pour s'assurer que leur monnaie ne va pas augmenter de valeur. Et donc, à ce moment-là, il nous dit ça va les libérer de ce poids considérable-là et ils vont pouvoir cibler leurs interventions que actuellement leur appartenance à l'OMC les empêche d'appliquer. Donc, ils vont être libérés de ça. Mais c'est aussi une manière de dire au public américain, voyez-vous, si les produits chinois ne coûtaient pas si peu cher, on aurait, nous, un espace pour pouvoir se développer et appliquer notre propre politique industrielle. Ce qui est vrai aussi. C'est tout à fait vrai. Alors, cependant, lorsqu'on regarde, vous avez parlé du Kennedy Round, il y a eu l'Uruguay Round, donc il y a eu des progrès considérables d'ouverture des marchés jusqu'à, depuis 10 ans, donc 2 tentatives, donc le round de Doha, qui est complètement arrêté. D'ailleurs, le 15 décembre, il y aura une rencontre ministérielle, me disiez-vous tout à l'heure, qui va un peu constater l'échec de toutes les tentatives de redépart de cette négociation. Et l'autre grande tentative, c'était l'accord de libre-échange des Amériques,
qui est maintenant relégué à l'histoire parce qu'il est impossible de l'avoir. Donc, on sent que ces grandes tentatives-là sont bloquées, mais ce qui reste, c'est la multiplication des accords bilatéraux. Ça, c'est un phénomène intéressant parce qu'on se rend compte que ce qui ne se fait pas au niveau international, au niveau régional, est en train de se produire autrement. C'est-à-dire que les pays trouvent leur avantage, on peut le supposer, à faire des traités bilatéraux. Alors, c'est comme ça que les États-Unis, que l'on prétend protectionnistes, c'est comme ça que le Congrès américain, qui n'est pas le plus ouvert généralement au libre-échange, a à coup sur coup adopté 3 traités, un avec le Panama, le Costa Rica, je ne me rappelle plus le troisième. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gros pays, c'est pas des gros enjeux, mais quand même, ça signale qu'il n'y a pas de fermeture de ce côté-là. Et le président Obama, qui lui-même, au moment de la campagne, avait dit que le libre-échange, on peut ralentir un peu, semblait très favorable à pousser et à présenter ces traités. Le Canada est en discussion avec l'Union européenne et avec l'Inde et avec plusieurs autres pays. Les Brésiliens sont en discussion, et à peu près l'ensemble de l'Amérique latine est en discussion avec l'Europe. Bref, vous avez beaucoup de discussions en cours pour l'ouverture des marchés. Donc, l'ASLEA, dans la version américano-brésilienne, qui étaient les 2 têtes qui ne se sont pas entendues, est morte, et elle se recrée par des accords bilatéraux qui, à partir du moment où tout le monde a une entente avec tout le monde, ça revient presque à la même chose. Il y a un certain nombre d'exclus. Parlons de l'autre élément, Rodrigue, est très dur sur la libéralisation des flux financiers. Alors, il dit autant sur les flux commerciaux, on avait beaucoup de recherches, on avait la réalité, on avait des chiffres pour nous dire pendant un certain temps qu'on pouvait aller plus loin avec un gain, autant, raconte-t-il, la décision de déréglementer les flux financiers a été faite sans savoir ce que ça donnerait, c'est-à-dire un saut dans l'inconnu pour lequel la planète paie très, très cher en termes de cycle de crise financière depuis. Est-ce que c'est convaincant? Oh, ça fait 30 ans, 25 ans qu'on le sait. Mes amis mexicains, mes amis brésiliens ont été catastrophés de voir à quel point le FMI, les banques, ce qu'on appelle le Club de Paris, leur ont comme enfoncé dans la gorge les commandements qui consistaient à devoir libéraliser leurs échanges et leurs flux financiers. Quand on sait, et si on regarde le bilan, et Rodrigue en parle, le bilan de quels sont les pays qui ont battu l'OCDE en termes de croissance économique, ce sont tous les pays comme la Corée, comme la Malaisie, comme le Japon, comme la Chine, comme le Chili, qui ont appliqué des contrôles de change, c'est-à-dire des mesures qui consistent à taxer et éviter la trop grande volatilité des capitaux qui rentrent et qui sortent et qui font fluctuer brutalement la devise. Donc, tous ces pays-là ont dit, ben, ça n'a pas de bon sens, on ne va pas se laisser faire comme ça. Et après une tentative, les Malaisiens, je pense, étaient les premiers qui, d'ailleurs, ont, avec ça, échappé, pas totalement, mais en grande partie, à la fameuse crise financière asiatique de 1997. Les Chiliens, à leur tour, c'est intéressant, c'est parce que ça s'est fait néanmoins et malgré la présence d'un gouvernement peu démocratique qui avait quand même compris où résidait son intérêt. Les militaires sont généralement assez nationalistes, ça fait partie de leur... Et l'exemple type, c'est la Chine. La Chine qui a été relativement épargnée par la crise de 2008 parce que son système financier n'était pas imbriqué dans le système international. Qui contrôle totalement les flux financiers et l'ensemble du système bancaire, effectivement. Donc, dans ce sens-là, il nous dit, en fait, l'argument est toujours le même. Vous avez fait allusion tantôt. C'est de dire, comment on sort de ça? Finalement, on aurait pu faire ça mieux, comme pour les échanges commerciaux. C'est pas qu'on a trop d'ouverture commerciale, c'est qu'il n'y en a pas assez. Tout le monde ne joue pas le jeu comme il faut. Et là, la même chose, c'est-à-dire, la théorie nous dit que les flux financiers, s'ils étaient totalement libres, pourraient fonctionner et l'offre et la demande faisant que l'équilibre serait trouvé. Et donc, il faut s'assurer que les législations nationales, il faut s'assurer que le point où sont rendues les finances publiques au moment où on ouvre les barrières financières sont suffisamment solides, la réglementation est harmonisée. Bref, tellement de conditions que là, on se rend compte 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard que c'est absolument
impossible. illusoire. C'est illusoire illusoire. d'avoir une réglementation internationale comme celle-là. Et donc, il faut se replier sur la force des réglementations nationales. Il faut s'assurer que tout processus d'ouverture des marchés s'accompagne de développement et de la construction d'un système de réglementation nationale équivalent, c'est-à-dire qui a les moyens de prévenir les turbulences et les changements d'humeur que les circuits financiers peuvent imposer. Alors, Philippe Fauché, le livre s'ouvre chez nous. Et on va Oui. terminer là-dessus. Oui. Alors, on commence avec... Des groseilliers. Avec des groseilliers. Alors, pourquoi? Parce qu'il nous parle de la Compagnie de la baie d'Hudson. Ça, c'est la thèse ancienne qui montre à quel point les intérêts de la couronne anglaise pour la fourrure, qui était très à la mode, et semble-t-il, il nous raconte-t-il, tout ce qu'ils ont trouvé à l'époque en Europe, avant que le Canada se mêle du commerce, c'était des vieilles peaux polonaises qui étaient assez chères et moches. Donc, arrivent Radisson et des groseilliers qui, coureurs des bois, font affaire avec les Anglais et qui créent la Compagnie de la baie d'Hudson et qui obtiennent une concession du roi, je ne sais plus lequel, Charles, je ne sais pas lequel, une concession colossale. Si on était en France, on dirait 20 fois la France. 20 fois la France, oui. Énorme pour avoir le monopole. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il nous montre en fait qu'un système commercial bien conçu doit se faire avec une charte et donc une définition politique et les moyens de l'appliquer. Ce n'était pas seulement le droit de faire du commerce, il leur donnait le droit et le devoir d'organiser politiquement le territoire sur lequel ils faisaient du commerce. Et non seulement ça, développer les infrastructures, régir les échanges, établir des prix, des lieux de marché, bref, construire. Ils étaient à la fois le commerçant et l'État. Absolument. Voilà. Et c'est ce qu'il dit maintenant, on ne peut pas avoir de commerçants sans l'État, et ceux qui ont pensé que les commerçants n'avaient pas besoin de l'État sont les responsables de la crise dans laquelle on vit. En grande partie. Philippe Fauché, vous avez toujours une bonne chanson à nous proposer en terminant nos échanges. Cette fois-ci, de quoi s'agit-il? J'ai pensé qu'étant donné le climat un peu déprimé et les effets néfastes des spéculateurs et des spéculations et des banquiers sur l'Europe et la valeur relative de l'euro, l'économiste cette semaine nous montre un euro qui, comme un météore, plonge à haute vitesse vers la catastrophe. J'ai pensé que pour relever un petit peu les esprits, on devait faire appel à la chanson du dimanche et à leur fameux l'apéro de l'euro. Qu'est-ce que c'est que la chanson du dimanche? C'est un groupe de deux. On appelle ça un duo. Un duo, oui. Exactement. Un duo qui a commencé, par Internet. Je pense que ça s'appelle Viral maintenant, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont simplement mis sur Internet un petit clip où ils s'amusaient et s'étaient engagés à faire et à produire une chanson par semaine. Des Français. Des Français, tout à fait. C'est ça. Très, très, très français. Et ces très, très Français-là ont tenu leur pari et la chose s'est répandue, qui en a fait deux, je ne dirais pas des grandes vedettes parce que je ne pense pas qu'ils soient très exportables, mais ça fait des vedettes locales qui fait que maintenant, ces illustres inconnus font des tournées, des clips et des vidéos. Chanson du dimanche, l'euro de l'apéro. Philippe Fauché, amusez-vous bien. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Nous avons discuté ensemble de Globalization Paradox de Danny Roderick. Pour l'instant, pas de traduction. Alors, on continue à lire en anglais, mais moi, je dois dire qu'il m'arrive de lire de l'économie et c'est ce que j'ai trouvé parmi les 2 ou 3 bouquins d'économie internationale les plus faciles à lire, intéressants et stimulants, intellectuellement stimulants. C'est à peine de l'économie, il n'y a pas de graphe, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de graphique, quelques notes de bas de page. Quelques chiffres. À peine. Puis on parle de Radisson et des groseilliers. C'est essentiel. Voilà. Alors on écoute, grâce à vous, Philippe, l'euro de l'apéro. 2, 1, 2, 3. Tu nous escagasses avec ton euro million. Tu nous escagasses. Tu nous escagasses avec ton Eurovision. Tu nous escagasses. Tu nous escagasses avec ton Eurotunnel. Tu nous escagasses. Et ouais. Tu nous escagasses avec ta constitution. Tu nous escagasses. Oh, hey. Moi l'Europe je vais te la faire. Pas besoin d'aller chercher très loin. Du Péloponnèse au Finistère. Si on a bien un truc en commun, c'est l'euro de l'apéro avec tes copains dans les jardins
Europastis, Europorto, Euro-Ouzo, Euro-Ricard, Euro-Guinness, Euro-Saucisse, et Air Francis à la guitare. Wouh! Hey Francis, tu as refait cette constitution. Oh, tu me Escagas? Ok, d'accord. Je vais te la refaire la constitution. Article 1. Ouais, vas-y. Tu ne boiras pas dans le verre de ton voisin. Tu as bien travaillé là. Allez, Allez, enfin en fait. Allez, apéro offert à tous ceux qui votent oui. Allez, c'est l'euro de l'apéro. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres émissions de la série, elles sont toutes disponibles sur serium.ca. Je vous invite en particulier sur le site serium.ca à participer à la mise en nomination de la personnalité internationale de l'année au Québec. Nous vous demandons de désigner parmi les Québécois celui ou celle qui, selon vous, a émergé comme une personnalité forte qui a participé au rayonnement du Québec ou comme une personnalité qui a aidé le Québec à s'arrimer sur une autre réalité mondiale. Si vous mettez en nomination la personne qui sera choisie par le jury pour avoir ce prix, eh bien, on vous invitera à venir passer la soirée avec le lauréat lors du gala du Serium au printemps prochain. Vous serez à la table du gagnant. Voilà, c'est quand même assez agréable. Finalement, je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognyan Guerguiev et Charlène Ricard. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, beaucoup d'amitié, beaucoup de bonheur, beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité. Et je vous donne rendez-vous en début d'année. Au revoir.